C'est la plus grosse levée de fonds de l'histoire en France. 680 millions d'euros en un seul tour. Kylian Mbappé, Griezmann ou encore Xavier Niel en sont investisseurs et elle est valorisée à 4,3 milliards d'euros. Je vous parle bien sûr de Sorare, la start-up qui transforme les sportifs les plus connus en NFT. Alors pourquoi cette start-up attire-t-elle autant les investisseurs? Aujourd'hui, je décrypte son histoire, son ascension et ses défis. Salut, c'est Kémil. Sur cette chaîne, je démystifie l'univers Startup et Venture Capital. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi, c'est parti. Sorare, c'est une startup qui à l'origine mélange le football, les crypto-monnaies et les NFT. Tout ça au sein d'un jeu fantasy. Bon, je vais te l'expliquer plus concrètement, mais d'abord, petit disclaimer. Si tu sais pas ce que c'est la blockchain, c'est pas grave, ça t'empêchera pas de regarder et de comprendre cette vidéo. Si ça t'intéresse et que tu es curieux, tu peux toujours aller voir les vidéos de Asher ou Enisai qui vulgarisent hyper bien ces sujets. En revanche, c'est hyper important que tu comprennes le concept de NFT pour cette vidéo. Alors, je vais te l'expliquer, mais si tu sais déjà ce que c'est, tu peux directement aller au chapitre suivant. Je te mets le timecode juste ici. NFT, c'est l'acronyme de Non-Fungible Token, ou en français, jeton non fongible. Alors, fongible, ça veut dire qu'il peut être remplacé par quelque chose de similaire sans dégrader la valeur. Par exemple, si je t'échange un billet de 10 contre un autre billet de 10, les deux ont la même valeur. Il n'y a pas de différence. À l'inverse, non fongible, ça veut dire qu'il ne peut pas être remplacé sans perte de valeur. C'est le cas d'une œuvre d'art. Si j'échange le tableau de la Joconde au Louvre, ça sera nécessairement par une copie parce qu'il existe un seul et unique vrai exemplaire du tableau, l'original. Justement, ce qu'apportent les NFT, c'est de digitaliser le droit de propriété. Avant les NFT, il n'était pas possible de posséder une image numérique, quelque chose en ligne. Aujourd'hui, c'est possible. On peut tracer et savoir à qui appartient l'image numérique et donc on peut aussi l'échanger. Et c'est exactement sur cette technologie que se base Sorare. Sorare utilise des cartes qui représentent des joueurs. Ces cartes sont des NFT, donc appartiennent à des utilisateurs du jeu. Bon, maintenant que tu as mieux compris ce qu'est un NFT, on va pouvoir rentrer dans l'histoire de Sorare. Et avant de parler des levées de fonds à gogo et des chiffres, on va mettre un peu de contexte sur l'histoire de la startup. Tout commence en 2018 à Paris. Deux entrepreneurs passionnés de football et de blockchain, Nicolas Julia et Adrien Montfort, tous deux âgés de 38 et 40 ans, découvrent le potentiel des NFT. Leur idée, créer des cartes de footballeurs numériques sous forme de NFT permettant aux fans de les collectionner et de jouer avec dans le cadre d'un jeu fantasy football. Donc tu l'auras compris, comme je l'ai expliqué juste avant, ça signifie qu'il y a des cartes un peu à l'instar des cartes Pokémon ou des cartes Panini pour ceux qui connaissent, qui représentent des footballeurs et qu'on peut collectionner sous la forme de NFT. Ça veut dire qu'ils appartiennent à un utilisateur du jeu et donc peuvent être échangés. Sur le papier, c'est une idée de génie. Des cartes à collectionner, ça a toujours fonctionné, cartes Pokémon, Panini, et un jeu de fantasy autour du sport le plus populaire en France, le football. Tout ça revisité avec des technologies en vogue comme les blockchains, les NFT, la crypto. Bon, tout ça c'est très bien, mais alors qu'est-ce que c'est réellement cette plateforme? En gros, l'idée c'est un peu comme Ultimate Team sur FIFA pour ceux qui connaissent, mais là avec de l'argent, du vrai et des cryptos. L'idée, c'est d'acheter des cartes de joueurs qui sont sous forme de NFT pour créer une équipe de 5 joueurs et participer à des compétitions. Chaque semaine, les joueurs de ton équipe reçoivent un score basé sur les performances réelles de ces joueurs dans la vraie vie, donc sur le terrain. Plus tes joueurs performent, plus tu marques de points. Et ensuite, il y a un système de classement dans les compétitions qui te permettent de gagner des récompenses, soit sous forme de nouvelles cartes NFT, soit sous forme de crypto-monnaie, l'Ether. Comme les cartes sont des NFT, elles ont toutes un propriétaire unique, elles ont donc une valeur et peuvent être échangées. Et il y a 4 catégories de cartes en fonction de leur rareté. Pour chaque footballeur, il y a 1000 exemplaires de cartes jaunes, limited, 100 exemplaires de cartes rouges, 10 exemplaires de cartes bleues et 1 exemplaire de carte noire, la carte unique, donc celle qui a le plus de valeur. Les cartes peuvent être achetées, revendues et certaines cartes atteignent même des dizaines de milliers de dollars. C'est le cas de la carte unique de Cristiano Ronaldo qui a été revendue 150 Ethers. À l'époque, ça valait 250 000 euros. C'est juste énorme en fait. Là, on a déjà plusieurs indices sur les raisons pour lesquelles la startup intéresse autant les investisseurs. Déjà, elle repose sur des concepts en vogue, que ce soit les cartes à collectionner, les jeux de fantasy ou encore le football. Mais aussi parce que Sorare utilise des nouvelles technologies dont on est encore en train de découvrir les spécificités et les moyens de les utiliser. Mais en soi, Sorare n'a pas inventé grand-chose. Elle lie des nouvelles technologies qu'elle n'a pas créées elle-même avec des concepts déjà existants. En revanche, ce qu'elle réinvente, comme beaucoup de startups à succès, c'est une nouvelle manière de consommer, des nouvelles habitudes. Et ça plaît énormément aux investisseurs.
Et même si ça plaît aux investisseurs, tout n'a pas été facile pour la startup. La difficulté, c'est qu'en 2019, Sora est en avance de phase. Les capacités et les moyens d'utiliser la NFT sont encore peu explorés, peu connus, et si on regarde bien, le boom lié au NFT n'arrive que fin 2020. Et c'est ce qui va rendre très difficile sa première levée de fonds. Tout le monde y voit un projet casse-gueule, Sora contacte plus de 100 investisseurs et seulement 4 ou 5 donnent une marque d'intérêt. Finalement, c'est en mars 2019, peu de temps après son lancement, que Sora va réussir à boucler une levée de fonds de 550 000 € auprès de Xavier Niel qui complète son investissement à travers son fonds Kima Ventures. Après ça, tout s'enchaîne. Un an plus tard, la startup lève 3,5 millions d'euros avec notamment comme investisseurs le footballeur et champion du monde allemand Andreas Schurrle ou encore les fonds eVentures et Partech. Et en février 2021, la startup lève 40 millions d'euros auprès de fonds d'investissement et de footballeurs investisseurs comme Antoine Griezmann ou Piqué. Et seulement 7 mois plus tard, en septembre 2021, Sora effectue la plus grosse levée de fonds de l'histoire de la French Tech. Sora lève 580 millions d'euros qui font d'elle la plus grosse licorne française à cette époque. Pour situer, au total en 2021, Sora a levé plus de 620 millions d'euros, est valorisé à plus de 4 milliards d'euros et compte seulement 18 salariés. Rien que ça. Bon, maintenant la question qu'on se pose, c'est est-ce que pour lever autant d'argent, c'est uniquement l'idée et la vision des deux cofondateurs qui a suffi? La réponse est non. Au-delà de la vision et de l'idée de Nicolas Julia et Adrien Montfort, ce qui a réellement fait la différence, c'est leur capacité d'exécution. Peu de temps après sa création, en 2018, Sora signe déjà son premier accord d'exploitation avec la Jupiler League, la première division de football belge. Et dès son lancement, en 2019, la plateforme séduit très vite les néophytes crypto-monnaies et NFT. Sora a d'abord fait le choix de se nicher auprès des néophytes et c'est un choix qui est gagnant. Entre décembre 2019 et 2021, le nombre d'utilisateurs payants fait x100, passant de 500 à 55 000. Quant aux revenus mensuels, eux, passent de 10 000 € à 17 millions d'euros. La startup enchaîne les partenariats avec des clubs prestigieux, les plus grandes ligues européennes ou encore des sportifs reconnus. Et si on fait le point, très tôt, Sora connaît une forte traction, une croissance impressionnante et cerise sur le gâteau, Sora est rentable. Et ça, c'est très rare pour une startup qui lève des fonds. Bon, là on a le cocktail parfait. Des entrepreneurs avec une idée, une vision ambitieuse et surtout qu'ils démontrent qu'ils sont capables de l'atteindre et de l'exécuter. Finalement, tout ce qu'attendent les investisseurs. Et ça, je suis pas le seul à le dire. Que ce soit Xiao Shangnia, partenaire à Seedcamp ou encore Christian Miel, partenaire à eVentures, ils sont unanimes. Ils ont rarement vu une équipe capable de réaliser autant de choses en si peu de temps. Que ce soit livrer un moteur de jeu sans faille ou encore signer plus de 90 partenariats avec des clubs en moins de 12 mois. Et la startup ne s'est pas arrêtée là. Ça, c'était en 2022 et 3 ans se sont écoulés depuis. Alors, on en est où? En 2025, Sora, c'est près de 180 clubs partenaires, dont le PSG, Liverpool ou encore le Real Madrid, des partenariats avec les plus grandes ligues de football, comme la Bundesliga, la Liga ou encore des équipes nationales, plus de 5 millions d'utilisateurs et une équipe de 100 personnes à Paris et 10 à New York. Mais surtout, les levées de fonds massives ont ouvert des portes sur d'autres sports et un marché bien plus vaste, les États-Unis. En juillet 2022, Sora lance Sora MLB, grâce à un accord signé avec la Ligue nationale américaine de baseball. Et quelques mois plus tard, gagne un deal hyper concurrentiel pour lancer Sora NBA. Et les partenariats ne font que s'enchaîner pour la startup maintenant représentée par Zidane, Mbappé ou encore Messi. Et Sora a une ambition bien précise, devenir le leader mondial du divertissement, en créant des passerelles entre mondes digitaux et physiques et en s'ouvrant à d'autres sports. Mais face à tout cet engouement et les centaines de millions d'euros investis alors que Sora était déjà rentable, on peut se poser une question. Est-ce que la traction, la croissance ou encore la vision des deux entrepreneurs suffisent à justifier les montants astronomiques levés par la startup? À ce sujet, Nicolas Julia avait lui-même livré au cours d'une interview qu'après la série A de 40 millions, il n'avait pas prévu de lever plus. En fait, ils avaient l'argent suffisant pour réaliser le plan de développement qu'ils avaient mis en place. Mais en réalité, cette levée de fonds, elle a mis les projecteurs sur Sora. Les investisseurs ont tous voulu suivre la startup et investir. Le fameux FOMO, Fear of Missing Out, la peur de rater une opportunité d'investissement et de passer à côté du futur prochain Google ou Microsoft. Et à ce moment-là, les deux cofondateurs ont réalisé qu'en fait, ils avaient l'opportunité de réaliser un plan de développement bien plus grand et bien plus ambitieux. Mais alors, quel intérêt à lever autant? Parce qu'on passe quand même de 40 millions à 580 millions d'euros.
Le patron de la SoftBank, l'un des investisseurs de Sorare, nous donne un élément de réponse hyper intéressant. La question qu'il pose toujours, c'est « Et si je vous donnais plus d'argent, qu'en feriez-vous » Et ça, c'est le raisonnement de ce qu'il appelle une méga levée. La stratégie de la méga levée, c'est de surfinancer un seul acteur pour préempter le marché. En concentrant tous les capitaux sur un seul acteur, Sorare, ça permettait à la startup de prendre une avance considérable face à ses concurrents, d'avoir un levier pour négocier des contrats, se sécuriser et donc créer des barrières à l'entrée. Je trouve que l'histoire de Sorare nous apporte des clés de compréhension hyper intéressantes sur l'univers VC, startup et même les clés de réussite. Et j'en retiens 3 choses importantes. 1. Créer une startup qui réussit, ce n'est pas forcément inventer une nouvelle technologie. Ça peut être inventer une nouvelle manière de consommer, de nouvelles habitudes. 2. La vision ne suffit pas. Ce qui compte par-dessus tout, c'est la capacité d'exécution, vitesse et qualité. 3. Une méga levée peut faire toute la différence sur certains marchés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que tu as aimé en apprendre plus sur l'histoire de Sorare et découvrir des clés de compréhension de l'univers startup et VC. Si c'est le cas, je te laisse mettre un like, dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé et si tu as des questions et abonne-toi pour tout savoir sur l'univers des startups et du venture capital. Je te dis à bientôt. Ciao!